Nous faisons souvent l'erreur d'associer les marketeurs et tous les vendeurs en général sur le fait que ce soient tous des escrocs. Nous avons une vision bien négative de ces métiers puisque je sais aujourd'hui sans aucun doute que toi qui regardes cette vidéo, tu es un marketeur et un vendeur né. Que ce soit pour draguer une femme ou un homme, que ce soit pour postuler à un travail ou encore négocier une sortie au restaurant, tu pratiques déjà l'art de la vente et de la persuasion sans t'en rendre compte. Et si aujourd'hui nous remettions en doute nos croyances sur les vendeurs et les marketeurs pour nous intéresser au monde de l'art afin d'essayer de comprendre comment un artiste a pu vendre une sculpture invisible à 15 000 € et voir si ce sont eux les escrocs. Bienvenue sur ma chaîne où je parle de persuasion, de marketing et surtout de copywriting en analysant les plus gros succès et en essayant de connaître leurs secrets, surtout pour les appliquer à mon business, le tout en te partageant ma vie de freelance semaine après semaine. Tu peux déjà t'abonner juste ici pour être sûr de ne pas manquer les prochaines analyses. Déjà, laisse-moi introduire l'art contemporain. L'art contemporain désigne de façon générale et globale l'ensemble des œuvres produites depuis 1945 à nos jours. Et ça, peu importe leur style ou la pratique. Que ce soit des sculptures, de la peinture ou des représentations théâtrales, ça rentre dans la catégorie de l'art contemporain. Par exemple, ceci est de l'art contemporain ou encore ça. Évidemment, et comme on peut le comprendre, l'art contemporain est très subjectif et ne représente quelque chose que si la personne veut y voir quelque chose là-dedans. L'art, dans son ensemble, est l'idée que l'on s'en fait qui s'adresse délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. Donc, très personnel en soi. Par exemple, je trouve l'art égyptien incroyable parce qu'il m'invite à découvrir un autre monde, m'oblige à utiliser mes sens et exploiter mon imagination pour visualiser cette époque de l'Égypte ancienne, tout simplement magnifique et qui me fascine. Par contre, certaines formes d'art restent encore pour moi inexplicables, comme cette banane scotchée vendue pour 120 000 $. Alors d'accord, peut-être n'ai-je pas un niveau de conscience très élevé pour comprendre ce genre d'art contemporain, qui, comme je l'ai dit, pourrait avoir des symboles différents selon le point de vue, l'imagination et même l'état émotionnel de chaque personne. Mais aujourd'hui, si je peux accepter de ne pas comprendre quelque chose, je ne peux accepter de ne pas essayer, au moins, de le comprendre. Comme je l'ai expliqué, l'art est un monde différent et complètement libre où chaque œuvre peut réveiller différentes émotions. Et ne serait-ce pas là le début d'une réponse? Nos émotions? Parce qu'effectivement, lorsque nous achetons avec le cœur et rationalisons notre achat avec notre cerveau. Mais cette réponse ne me suffit pas. Parce que je me demande toujours comment des œuvres peuvent valoir des millions aujourd'hui alors qu'elles ne valaient rien lorsque l'artiste était lui vivant. Comme par exemple cette œuvre. Est-ce que tu aimerais connaître l'histoire justement de ce peintre? Je vais supposer que oui, parce que tu comprendras bien qu'il n'y a aucun échange entre nous. On dit que Gauguin lutta toute sa vie pour vivre de son art et finit malheureusement son existence dépressif et ruiné en Polynésie. Aujourd'hui, Gauguin a dû se retourner dans sa tombe lorsqu'il a appris un siècle plus tard que son tableau est devenu l'œuvre la plus chère au monde. Cette peinture a été vendue pour 300 millions de $. Plutôt dur, la vie d'artiste. Alors je me demande, qu'est-ce qui fait que de son vivant, cette œuvre a été vendue pour une dizaine de francs? Eh bien, prenons la métaphore avec l'immobilier. Comme pour la vente d'une maison, la valeur réelle d'une œuvre, c'est-à-dire sa juste valeur marchande, sera évaluée selon plusieurs critères,
comme la taille, à l'image de la superficie d'une maison, le style de l'œuvre par exemple, et la réputation d'un artiste, comme des quartiers qui sont plus prisés que d'autres, et la période, par exemple, de conception de l'œuvre a également une incidence sur le prix, tout comme la date de construction d'une habitation. Et pour finir, la restauration récente d'une œuvre contribue à augmenter sa valeur, tout comme une récente rénovation d'une maison. Donc nous voyons ici qu'il y a quand même quelques règles et principes pour qu'une œuvre puisse justifier son prix. Maintenant, même dans le milieu de l'art, il existe une forme de spéculation. C'est un investissement, mais pas que. Lorsque je dis que nous achetons avec les émotions, ce n'est pas simplement dire « j'aime ça, alors j'achète ». C'est bien plus profond que ça. Il faut comprendre nos désirs cachés, nos envies secrètes. Et en ce qui concerne l'art, il y a plusieurs leviers psychologiques que nous pouvons étudier. Avant d'y répondre, j'aimerais que tu me dises comment une œuvre peut-elle valoir 300 millions d'euros. Je te laisse répondre juste en commentaire en mettant pause maintenant. C'est fait? Ok, je te fais confiance. Pour réellement comprendre le monde de l'art et de ses investisseurs, il faut comprendre leurs désirs intimes. Ce n'est pas simplement d'obtenir un tableau, non. En achetant un tableau valant des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, ils montrent leur fortune, ils imposent leur statut social. Lorsqu'ils vont accrocher ce tableau dans leur villa, ils montreront à tous leurs invités qu'ils ont un pouvoir d'achat pour investir dans l'art que leurs invités, eux, n'ont pas forcément. L'expression anglaise qui est utilisée dans ce milieu est « wall power », qui signifie le pouvoir du mur. Ils n'achètent pas un tableau ou une œuvre, ils achètent la représentation d'un rang social plus élevé. Ils étalent leur richesse auprès d'autres investisseurs et auprès de leurs amis, pour faire simple, ils montrent qui a la plus grosse. Alors ok, l'art, c'est un investissement, c'est de l'émotion, c'est un rang social, mais quand on achète une œuvre, on peut la contempler, on peut la toucher, l'arborer fièrement sur nos murs. Cependant, qu'en est-il de cet artiste qui a réussi à vendre une œuvre qu'on ne peut voir, toucher ou arborer sur nos murs pour 15 000 euros? Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Lors de mes recherches pour préparer cette vidéo, je suis tombé sur beaucoup de médias et de blogs qui ne pouvaient s'empêcher de se moquer de ce genre de représentation. Alors que la critique est facile et futile parce qu'elle n'apporte rien vu qu'elle n'est pas construite et qu'on a l'habitude justement de se moquer généralement de ce genre d'art et de ces artistes qui arrivent à vendre des choses insolites que nous ne comprenons généralement pas. J'aimerais justement prendre le contre-pied et ne pas rentrer dans un sarcasme qui réconfortera que mon ego et ma vision du monde, puisque ensemble, nous allons essayer d'analyser de plus près comment cet artiste a vendu une sculpture invisible à 15 000 euros. Et nous allons voir quels ont été les leviers psychologiques utilisés que nous pouvons aussi exploiter afin de les adapter à notre business pour vendre plus et même parfois mieux. Salvatore Guru est un artiste italien qui est spécialisé dans l'art du vide. Et le 7 juin 2021, il a vendu aux enchères l'une de ses sculptures invisibles pour la modique somme exacte de 14 820 euros. Et dans cette image, nous pouvons voir cette sculpture, ou en tout cas, essayer d'imaginer sa présence. C'est ce qu'affirme l'artiste. Âgé de 67 ans, Salvatore Guru n'est pas à son premier coup d'essai, puisqu'il avait déjà exposé une sculpture invisible appelée Bouddha en contemplation sur la place de la Scala à Milan. L'artiste invoque ici philosophie et religion pour justifier du prix exorbitant de son œuvre qui n'existe que puisqu'il l'a décrété. L'œuvre qui a été vendue pour 15 000 euros se nomme « Je suis », qui fait référence au moment où Moïse demande à Dieu qui il est. Celui-ci répond par une affirmation « Je suis celui qui suis ».
Et finalement, l'acheteur dans tout ça, qu'a-t-il reçu? Simplement un certificat d'authenticité avec des instructions. Ah bah oui, parce qu'on ne place pas une œuvre invisible n'importe comment, excusez-moi. D'exposer justement cette œuvre dans une maison non publique et dans un espace d'environ 1,5 m sur 1,5 m. Tu l'as bien compris, c'est quand même dur de recevoir en plus des instructions à propos d'une œuvre qu'on ne peut même pas voir. Salvatore affirme qu'il est le seul à voir sa sculpture immatérielle et que l'espace vide va concentrer une certaine quantité et densité de pensée en un point précis, créant une sculpture qui, de ce qu'il dit, ne prendra que les formes les plus variées. Pour encore se justifier, l'artiste nous dit que le vide n'est rien d'autre qu'un espace rempli d'énergie et même si nous le vidons, selon le principe de l'incertitude d'Heisenberg, le vide a un poids. Il a une énergie qui se condense et se transforme en particules qui sont en nous. Et il termine en expliquant qu'après tout, ne donnons-nous pas un visage à un Dieu que nous n'avons jamais vu? Maintenant, sans rentrer dans des débats religieux, il nous donne ici un début de réponse lorsqu'il s'agit de vendre quelque chose. Pour vendre cette sculpture, Salvatore a utilisé deux des plus puissants secrets pour vendre et persuader quelqu'un d'acheter notre produit. Je ne parlerai pas ici du biais d'autorité parce qu'on ne va pas se le cacher, Salvatore est un artiste déjà aguerri dans le milieu et n'est donc pas une personne lambda qui s'est levé un matin en décidant de vendre une œuvre invisible sans être reconnu comme un artiste. Donc, concernant le biais d'autorité, il me semble évident. Ce qui l'est un peu moins, c'est de vendre avec l'imagination. Il utilise ce puissant catalyseur lorsqu'il nomme ses œuvres. Ainsi, même si tu ne peux pas voir la sculpture, tu peux l'imaginer comme tu le souhaites. Ça peut faire référence au storytelling, mais ici, il n'est pas le conteur de l'histoire. Avec cette œuvre d'art, il te place en tant qu'observateur. En plus de jouer avec ton narrateur intérieur, puisqu'en écoutant ton discours interne et en observant ce vide, la sculpture se façonne sous tes yeux et prend forme dans ton mental. L'imagination est ce qui nous différencie des autres animaux. Elle nous permet de projeter nos idées, de nous faire voyager, d'éprouver un sentiment qui n'est pas encore arrivé, et même de comprendre des notions et résoudre des problèmes, jusqu'à même prévoir des scénarios de vie alternatifs. Si je te montre cette vidéo, ce citron n'existe pas. Pourtant, je suis presque sûr que ta salive s'est activée et que tu as presque pu sentir le zeste de ce citron dans ta bouche, alors que ce n'est qu'une vidéo. Le cerveau ne fait aucune différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. En imaginant aujourd'hui exactement le voyage de tes rêves, tu pourras ressentir les émotions que tu vas vivre pendant ce voyage sans même sortir de chez toi. Et ça, Salvatore l'a bien compris. Grâce au vide, à l'invisible, il nous permet d'imaginer n'importe quelle sculpture et de nous créer une image mentale de celle-ci, jusqu'à presque penser qu'elle existe vraiment. Le deuxième secret qu'il utilise est le fait de vendre un concept. Ici, il ne vend pas un produit ou un service. Je vais le citer maintenant pour que tu comprennes mieux. Ça fait des années que je pense à ces sculptures invisibles, mais ce n'est que maintenant que j'ai décidé de les exposer, car c'est une parfaite métaphore de l'époque que nous vivons. Comme on peut le constater, c'est le concept d'une époque, une philosophie du vide, et rien ne vend mieux qu'un concept auquel nous pouvons nous identifier. C'est une proposition de valeur unique, et ce n'est pas pour rien qu'il utilise la philosophie et la religion pour vendre, qui sont eux aussi des concepts. Ces deux sculptures invisibles en sont un parfait exemple, avec leur nom « Je suis » et « Bouddha en contemplation », qui nous laissent une idée abstraite que se fait notre esprit de ces œuvres, en projetant nos différentes perceptions du monde
sur elle et en créant à partir de ces images mentales une nouvelle réalité.